Premier ministre Chen Hong-ha inspecte l'avancement du projet de la ligne électrique 500 kV du circuit 3. Les universités du Delta du Mekong ont commencé à ouvrir des filières de formation en semi-conducteurs pour répondre à la demande. Rencontre avec l'artiste Dak Minh Hằng, une pionnière dans la création de peintures grâce à la technologie de la réalité virtuelle au Vietnam. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. La remise des prix du 3e concours de rédaction sur la protection des fondements idéologiques du parti a eu lieu mercredi soir à Hanoï. La cérémonie a été honorée par la présence du général Phan Van Giang, membre du Politburo, ministre de la Défense, et du professeur Dr Nguyễn Xuân Thắng, membre du Politburo, président du Conseil théorique central et directeur de l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh. Parmi près de 620 œuvres journalistiques en lice, 38 œuvres ont été récompensées. Le comité organisateur a également récompensé 5 organes de presse avec plus grand nombre de candidatures. La ligne électrique 500 kV du circuit 3 reliant Quảng Trạch à Phố Nối devrait être achevée dans 60 jours. Cependant, certains travaux piétinent, menaçant le retard de ce projet tout entier. Face à ce risque, le vice-premier ministre Chen Hong-ha s'est rendu aujourd'hui sur le chantier et a demandé aux unités concernées de s'efforcer de lever les obstacles pour accélérer les travaux. Le projet de ligne électrique 500 kV du circuit 3 traverse 211 communes et quartiers de 9 provinces avec un investissement total d'environ 1 milliard de dollars. Ce projet joue un rôle important pour améliorer la capacité du réseau de transformation de 500 kV du centre-nord, contribuant ainsi à assurer l'approvisionnement en électricité du Nord et à améliorer la stabilité et le fonctionnement du système électrique national. L'économie numérique du Vietnam connaît la croissance la plus rapide parmi les pays de l'ASEAN. Telle est l'estimation de la banque HSBC dans son récent rapport sur l'économie d'Asie-Pacifique. Selon HSBC, l'économie numérique a contribué à hauteur de 16,5% du PIB vietnamien l'an dernier. Plus de 1500 entreprises vietnamiennes de technologie numérique ont enregistré des revenus sur les marchés étrangers. Dans une récente enquête menée par HSBC, 60% des entreprises opérant au Vietnam prévoient d'investir dans les paiements numériques, le commerce électronique et l'intelligence artificielle. Actuellement, le paiement sans numéraire est une tendance inévitable. Cependant, de nombreux systèmes de points de vente POS utilisés pour les paiements par carte sur l'ensemble du marché ne répondent qu'à 30% de la demande. Sauf POS, un appareil mobile équipé d'une puce NFC en terminal de paiement est une nouvelle solution technologique en cours de développement. Elle accepte les règlements sans contact effectués avec une carte bancaire ou un téléphone portable équipé d'une portefeuille numérique. Cette nouvelle solution technologique est très bien accueillie par les particuliers et les entreprises. Depuis de nombreuses années, le paiement autre qu'en espèces est une habitude de Phương Anh. Le mode de paiement tactile a permis aux jeunes comme elle de payer plus facilement. Avant, avec ce type de carte, je perdais du temps à saisir le code PIN ou à imprimer un reçu. Mais maintenant, il me suffit d'appuyer sur mon téléphone pour payer. Ce nouveau mode de paiement apporte de nombreux avantages, non seulement aux particuliers, mais aussi aux magasins. Je dois louer un terminal POS pour 200 000 dong par mois et les frais de transaction sont plus élevés que ceux de SoftPost. La gestion des flux de trésorerie est très transparente, nous pouvons facilement vérifier les transactions sur l'application. VNPay SoftPost est une solution technologique de paiement sans contact. Elle accepte une variété de cartes sans contact telles que Visa, Master,
Napas ou Apple Pay. Ce nouveau moyen de paiement aidera les petites et moyennes entreprises et les ménages d'affaires à avoir des méthodes de gestion des paiements plus modernes. L'utilisation d'un mobile équipé de l'application SoftPOS ne nécessite pas de formation spécifique. Il peut donc être rapidement confié aux membres du personnel. Par conséquent, le mode de paiement appuyé pour payer aidera certainement le Vietnam à devenir plus attractif pour les touristes internationaux. Selon les estimations, dans les temps à venir, le Vietnam aurait un grand besoin en main-d'œuvre dans les domaines des circuits semi-conducteurs. Pour se préparer, les universités du delta du Mekong ont commencé à ouvrir des filières de formation de semi-conducteurs. Les universités de cette région ont investi à la fois dans le personnel et les équipements. Ce laboratoire vient d'être ouvert au sein de l'Université d'enseignement technique de Vĩnh Long. Avec des bras robotiques et des logiciels modernes, ce laboratoire sera destiné à la formation d'ingénieurs dans l'industrie des semi-conducteurs et la conception de circuits intégrés en 2024. La formation se fait en même temps à l'école et dans les entreprises. Les étudiants auront davantage d'opportunités de pratiquer avec des équipements modernes. À leur sortie de l'université, ils pourront travailler immédiatement et répondre aux exigences des entreprises. Jusqu'à présent, des universités dans le delta du Mekong ont reçu l'autorisation de recruter des étudiants en conception de micropuces pour l'industrie des semi-conducteurs. Il s'agit de l'Université de Cần Thơ et de l'Université d'enseignement technique de Vĩnh Long. Outre les installations, ces établissements ont investi dans le personnel. Nous avons 15 ans d'expérience dans la formation en ingénierie informatique, avec une préparation sérieuse en termes de personnel et d'équipement, afin de répondre aux exigences de la formation et la recherche dans le secteur de semi-conducteurs. Nous avons aussi un réseau de partenaires, prêts à nous assister et à recevoir nos étudiants. Au cours de la première année, les universités du delta du Mekong recruteront plus de 100 étudiants en conception de microcircuits semi-conducteurs. Les universités doivent avoir une collaboration plus étroite avec les entreprises dans les domaines des semi-conducteurs. Les étudiants auront plus de chances de pratiquer, de faire des stages et d'acquérir une expérience pratique. D'ici 2030, le Vietnam aura besoin de 50 000 à 100 000 ingénieurs dans l'industrie des semi-conducteurs. La formation est une étape importante pour que le delta du Mekong promeuve le développement du secteur des semi-conducteurs et les opportunités d'emploi pour les étudiants. Au cours des 4 premiers mois de cette année, les exportations de l'industrie du bois ont enregistré une croissance de 24% en glissement annuel. Les États-Unis restent le plus grand importateur de produits en bois vietnamien. Les opportunités seront nombreuses car la demande de logements aux États-Unis augmente, en particulier les maisons en bois. De nombreuses entreprises ont reçu des commandes pour les 2e et 3e trimestres. Ces 30 maisons en bois ont été exportées avec succès aux États-Unis. Pour saisir les futures opportunités d'exportation, l'entreprise doit arrondir son usine sur 12 hectares pour stocker les marchandises et rechercher des rames de produits adaptés à chaque période de l'année. Nous savons ce dont chaque marché a besoin, et en particulier chaque État américain aura des normes différentes. Nous devons donc rechercher et développer des produits adaptés. Quant à cette entreprise, ses commandes sont complètes jusqu'à fin avril. Ses exportations ont augmenté de plus de 40%. Plusieurs entreprises reconnaissent que même si le marché n'est pas revenu au niveau de 2022, ce début favorable constituera une condition pour que les entreprises renouent avec la croissance. Outre les principaux marchés d'Amérique et d'Europe, nous avons encore de petits marchés comme le Moyen-Orient, l'Australie ou certains marchés asiatiques. Nous profitons toujours pleinement de ces marchés pour augmenter nos ventes.
Cette année, l'industrie du bois a revu son objectif de 17,5 milliards de dollars dans un contexte d'amélioration du marché. Le marché américain, qui représente plus de la moitié du chiffre d'affaires, montre des signes de reprise et le nombre de commandes augmente fortement. Le pouvoir d'achat du marché américain n'a pas diminué autant que prévu. Nous essayons également d'attendre que des marchés comme la République de Corée, le Royaume-Uni et la Chine se redressent pour atteindre un chiffre d'affaires de plus de 17 milliards d'ici 2024. Un autre signal positif est qu'à l'heure actuelle, les stocks des acheteurs sont bas et les commandes augmentent. Il faut notamment mentionner les produits d'ameublement d'extérieur avec des matériaux d'origine naturelle et respectueux de l'environnement. Les clients internationaux raccourcissent également les délais de commande et de livraison pour éviter les risques liés aux fluctuations des prix et des frais d'expédition. Le bureau commercial du Vietnam à Singapour ainsi que plusieurs entreprises vietnamiennes participent en ce moment au Salon international de l'alimentation et des boissons FHA 2024 qui se tient à Singapour. Il s'agit d'une excellente opportunité pour les entreprises vietnamiennes de promouvoir leurs produits et de chercher des partenaires internationaux. Tout de suite, reportage réalisé par notre correspondante de la VTV à Singapour. La cérémonie d'ouverture du pavillon du Vietnam au salon a vu la participation de l'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Mai Phước Dũng, ainsi que des partenaires internationaux. Cette année, les produits vietnamiens tels que les confiseries, les jus de fruits et le poivre sont présents sur 8 stands. Ils ont fait bonne impression auprès des visiteurs. Le Vietnam a apporté une contribution importante à cet événement. Vous fabriquez de nombreux produits de qualité et c'est une bonne occasion de promouvoir votre marque et de vous connecter avec des partenaires internationaux pour exporter des marchandises. Nous avons lancé une variété de produits de fruits en conserve et de sirop. Nous avons passé de nombreuses années à rechercher ces produits. Nos produits utilisent uniquement des ingrédients d'origine locale. Par exemple, très peu de marques fabriquent des produits à base de mangue en conserve. Selon l'ambassadeur du Vietnam à Singapour, lors de cette foire, en plus de promouvoir des produits et de se connecter avec des partenaires étrangers, les entreprises vietnamiennes peuvent apprendre à transformer les aliments d'autres pays et comprendre les tendances mondiales dans ce domaine. J'espère que de nombreuses entreprises vietnamiennes participeront à des salons comme celui-ci. Les agences d'État et les associations soutiendront également les entreprises pour promouvoir les produits vietnamiens. L'événement de cette année devrait accueillir 60 000 participants avec 70 stands de produits venus de 50 pays et territoires du monde. Les entreprises vietnamiennes y participeront jusqu'au 26 avril. Notre journal continue avec les taux de change et l'un des indices de la bourse du Vietnam. Le ministère des Affaires étrangères a organisé ce jeudi matin à Hanoï une cérémonie en l'honneur du 70e anniversaire de la signature des accords de Genève. Le 21 juillet 1954, les accords de Genève ont été conclus après 75 jours de négociations intenses et complexes, marquant fin à la guerre d'Indochine et ouvrant une nouvelle page dans la lutte pour la libération et la réunification nationale du Vietnam. Dans son discours d'ouverture, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Sơn a souligné que grâce à ces accords, les droits fondamentaux du Vietnam à l'indépendance, à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale avaient été affirmés dans un traité international signé et reconnu par les grandes puissances.
Présent lors de la cérémonie, le vice-premier ministre Trần Lưu Quang est revenu sur la signification de ces accords, soulignant que les nombreuses leçons précieuses que nous a larguées, la conférence de Genève garde toutes les valeurs pour l'œuvre d'édification et de défense de la patrie. L'exposition Điện Biên Phủ, rendez-vous historique, ouvre ses portes au musée d'histoire militaire du Vietnam à Hanoï. On peut y voir plus de 300 images, documents et artefacts dont plusieurs sont rendus publics pour la première fois. Parmi les plus notables figure la conclusion du général commandement en chef Võ Nguyên Giáp lors de la conférence de l'état-major de la campagne de Điện Biên Phủ le 7 avril 1954. Les mitrailleuses moyennes utilisées par l'unité combattante du héros Bế Văn Đàn lors de la bataille du district de Mường Phồn dans la province de Lai Châu en décembre 1953. Et la carte des troupes françaises de Điện Biên Phủ. L'exposition rend hommage aux victoires héroïques et aux sacrifices des martyrs dans la lutte pour la libération nationale. Elle restera ouverte jusqu'à fin mai. Ces jours-ci, de nombreuses activités sont organisées à travers le pays pour célébrer le 70e anniversaire de la victoire historique de Điện Biên Phủ. C'est l'occasion pour les gens, en particulier la jeune génération, d'apprendre et de découvrir les histoires sur cette campagne historique héroïque. Il y a 70 ans, la campagne de Điện Biên Phủ portait le nom de code Trần Đình. La confidentialité de la campagne a été strictement maintenue. Tous les officiers, soldats et civils sur la ligne de front y adhérent strictement. Sous le slogan « Toutes les ressources dédiées au front et pour la victoire », des soldats, des fonctionnaires et des jeunes volontaires de toutes les régions du Nord-Ouest ont participé avec passion à une campagne secrète de janvier à mars 1954. Le nom de la campagne et la prochaine destination étaient inconnus, mais tous étaient désirés de contribuer aux efforts sur le champ de bataille. On nous a juste dit de partir en mission spéciale. Puis, lorsque nous sommes arrivés au cône de Pha Đin, le commissaire politique nous a annoncé que nous allions participer à la campagne Trần Đình. La campagne Trần Đình comptait 5 brigades, chacune avec des noms de codes différents, dont Bến Tre, Việt Bắc, Biên Hòa, Nam Định et Long Châu. La campagne a également mobilisé jusqu'à 30 000 citoyens et 20 000 véhicules. Cependant, le secret était toujours soigneusement gardé. Voici un vélo sur le dos d'un homme nommé Ma Văn Thắng dans la province de Phú Thọ. Il a transporté au total 3 780 kilos de marchandises lors de la campagne de Điện Biên Phủ. Le parti, l'armée et le peuple tout entier ont concentré leurs forces et uni leurs efforts pour contribuer à cette bataille. On l'appelait aussi le rendez-vous historique. Inspirée par le patriotisme et le courage de l'armée et du peuple vietnamien, la campagne de Trần Đình ou campagne de Điện Biên Phủ a remporté un triomphe mondialement reconnu. Trần Đình n'est pas seulement le nom de code de la campagne, mais est devenu synonyme de fierté de générations de Vietnamiens. Et voici les images extraites de 12 peintures les plus récentes de l'artiste Đặng Minh Hằng, entièrement peintes avec la technologie de réalité virtuelle. Au Vietnam, Minh Hằng est l'un des premiers artistes à appliquer la technologie RV dans la peinture. Elle est également la fondatrice du projet Endangered, appliquant l'art de RV à la conservation de la faune, ce qui contribue à sensibiliser la communauté à la réduction des effets nocifs sur l'environnement naturel. Nous rencontrons sans plus tarder Minh Hằng pour en savoir plus sur ces idées intéressantes.
La réalité virtuelle est un terme qui décrit un environnement simulé par l'homme à l'aide d'un logiciel spécialisé. Ces environnements sont contrôlés par des appareils intelligents. Les utilisateurs peuvent percevoir, déplacer, interagir et explorer l'environnement virtuel grâce à des appareils tels que des casques, des écouteurs et des lunettes. Grâce à cette technologie, les artistes peuvent faire valoir leur créativité sans être contraints par l'espace et les lois de la physique. Lors de la création d'une peinture de réalité virtuelle, ma main droite tient la palette d'outils, tandis que ma main gauche tient la boîte à outils, et tout l'espace environnant sert de toile. C'est l'aspect le plus unique de l'utilisation de la technologie RV pour la peinture. Il n'y a pas de cadre, ni de marge de papier, ni de bords sur lesquels on peut s'appuyer. Tout est dessiné dans les airs et l'image est une forme spatiale tridimensionnelle, avec de multiples perspectives. Toutes les couleurs et tous les coups de pinceau m'embrassent. Le plus grand intérêt de la peinture RV est que le public peut entrer dans la peinture et s'immerger véritablement dans l'espace. De plus, les artistes disposent d'un espace pour véritablement se concentrer et dialoguer avec eux-mêmes. Dans les premières étapes, il existe quelques différences entre la peinture RV et la peinture traditionnelle. Ces différences résident principalement dans la couleur et la structure spatiale. La colorisation dans la réalité virtuelle est assez particulière, car les matériaux virtuels n'adhèrent souvent pas aux lois conventionnelles de la physique et leur interaction avec la lumière diffère considérablement. J'ai donc dû apprendre à me familiariser avec chaque type de matériau, comprendre comment chaque matériau interagit avec la lumière. Cette compréhension me permet de véhiculer les images voulues. Par exemple, dans une peinture représentant un essaim de coléoptères volants, j'ai dû expérimenter différents types de pinceaux pour obtenir l'effet scintillant des coléoptères. J'ai utilisé un total de 12 pinceaux différents pour créer un effet qui ressemblait à de vrais coléoptères. Ce tableau intitulé « La fin du commencement » a été réalisé en 2 mois et demi. Après son voyage à Sapa, Minh Hằng a eu l'inspiration de retranscrire ses souvenirs des paysages et des habitants en réalité virtuelle. Elle a soigneusement étudié les vêtements des fils de l'ethnie Dao rouge pour assurer la plus haute précision dans ses peintures. Mon inspiration infinie vient de la relation entre les humains et la nature. L'environnement est très important pour l'existence humaine. C'est une relation symbiotique vitale. Mon choix d'adopter la technologie de réalité virtuelle est lié à mon amour pour le monde naturel. En juillet 2023, Minh Hằng a réalisé son rêve de participer au concours New View XR Lab et est arrivé dans le top 3 de la région du Mekong. Ce succès a marqué la naissance du projet In Danger, une application artistique de réalité étendue pour la conservation de la nature et de la faune. Et 2 mois plus tard, une exposition sur la technologie de réalité virtuelle intitulée In Danger Space Vietnam a été présentée au public. Lors de cette exposition, les visiteurs pourront interagir avec des animaux AR via l'écran du téléphone et pourront entrer dans la forêt morte que j'ai dessinée grâce à la réalité virtuelle. Sur cette photo, j'ai dessiné une forêt sans feuilles très sombre avec quelques animaux. Ils entrent dans cette forêt et la peindront en vert. Ces actions véhiculent le message sur l'amour de la couleur verte et contribuent en même temps à un fonds pour préserver l'habitat du parc national Chuyang Sin. Minh Hằng nous a aidé à ouvrir une toute nouvelle vision sur la façon d'utiliser ces outils et de les déployer émotionnellement avec un plus grand impact sur la communauté. Actuellement, le projet est en train de déployer des prototypes dans quelques endroits au Vietnam, par exemple dans le parc national de Cat Tien où bientôt nous aurons une petite exposition à Dien Bien. Récemment, l'artiste Minh Hằng a également participé à un atelier pour en savoir plus sur l'industrie AdTech qui se déroule à l'Université d'économie de Ho Chi Minh Ville. L'art et la technologie ont ouvert un espace créatif inspirant, encourageant les jeunes à agir de manière durable et à participer à la construction d'un avenir meilleur pour la société et l'environnement. Découvrons tout de suite les prévisions météo.
C'est la fin du journal francophone. Merci pour votre attention. Au revoir et à très bientôt.